veux du pain? Tu veux du pain? Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast. Ah oui, aux petits oignons, le podcast. Elisabeth, aujourd'hui, c'est le 24 décembre 2020. C'est presque Noël. Est-ce que tu veux parler de Noël avec moi? Ah oui, avec plaisir. Parlons de Noël ensemble. Alors, Sabrina? Elisabeth. Oh. Oui. Non, vas-y. D'accord, j'y vais. Je suis impatiente. J'ai hâte de parler de Noël avec toi. Sabrina, qu'est-ce que Noël évoque pour toi? Noël évoque beaucoup de choses pour moi. Alors d'abord, Noël évoque des odeurs, des senteurs. Je me souviens de l'odeur du sapin de Noël dans la maison. La maison sentait la forêt. J'adore l'odeur du sapin de Noël. Et Noël, pour moi, c'est l'odeur du sapin de Noël. Et toi, Elisabeth, est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que Noël évoque des odeurs pour toi? Je suis heureuse que tu me parles des odeurs et de l'odeur du sapin parce qu'effectivement, j'aimais sentir le sapin. Et maintenant, j'ai un sapin artificiel. Mais même les sapins naturels ne sentent plus comme ils sentaient avant. Tu es d'accord? Oh, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai cette odeur en mémoire. Je me souviens, le sapin sentait une odeur magique, une odeur de la forêt. Et maintenant, cette odeur a disparu. Je ne la trouve plus, sauf quand je me promène dans la forêt, par exemple dans les forêts du Colorado. Elisabeth, il y a une autre odeur que Noël évoque pour moi. Je me souviens que Noël, en France, à Paris, à l'école, à la cantine, on mangeait des mandarines. Noël, c'était la période des mandarines et les mandarines avaient une odeur fantastique. Et pour moi, quand je mange une mandarine, je pense à Noël. Ah, je comprends, Sabrina. C'est vrai que l'odeur de la mandarine est associée à Noël. Une autre odeur pour moi, dans la rue, c'est l'odeur des châtaignes grillées. On va à un petit kiosque qui vend des cornets de châtaignes grillées et on mange les châtaignes dans la rue. Il fait froid, le cornet est chaud et il y a l'odeur de ces châtaignes grillées. Exactement, Elisabeth, exactement. J'allais aussi te dire que Noël, pour moi, ça représente les marrons chauds. Et à Paris, il y a à cette époque de l'année, regarde cette belle photo. Dans les rues, il fait froid et il y a des vendeurs de marrons. Et je me souviens les vendeurs qui criaient « Chaud, les marrons chauds! Achetez nos marrons chauds !» Et tu te mets devant ce vendeur et tu te réchauffes les mains
parce qu'il fait froid et il te vend un cornet de marrons chauds et tu manges ces marrons et c'est délicieux. Oui, moi aussi, les marrons ou les châtaignes, c'est quelque chose que Noël évoque pour moi. Tout à fait, complètement. Mhm. Alors, puisqu'on parle de nourriture, dans ta famille, qu'est-ce qu'on mangeait traditionnellement pour Noël? Alors, évidemment, le plat principal à Noël, c'était la dinde avec des marrons, la dinde aux marrons. Alors, je me souviens, quand j'étais petite, manger à Noël la dinde aux marrons. Maintenant, je suis végétarienne, alors je ne mange plus de dinde. Mais les marrons restent quand même une tradition que j'ai gardée pour Noël. Et évidemment, Elisabeth, il y a aussi la bûche de Noël. Regarde, regarde ces magnifiques bûches de Noël, ce dessert traditionnel que les Français mangent à Noël. Ah, j'adore les bûches de Noël. Et toi, qu'est-ce que tu mangeais à Noël quand tu étais enfant? Quelle était votre tradition gastronomique? Alors, une tradition gastronomique, c'était de commencer avec des huîtres, Hmm. mais pas pour moi. Je n'ai jamais aimé les huîtres. Mais c'était la tradition. Et je revois mon père en train d'ouvrir les huîtres. Euh, Dans ma famille, on ne mangeait pas de dinde parce que mon père disait que la dinde, c'est sec. Alors on mangeait du gibier, différents types de gibier. J'aimais beaucoup, mais maintenant, comme toi, Sabrina, je suis végétarienne. Donc plus de gibier pour moi. Bien sûr des marrons ou de la purée de marrons. Mhm. Un autre type de légumes aussi, le plateau de fromage et évidemment la célèbre bûche de Noël. Et dans ma famille, ma mère faisait toujours du sorbet à l'orange. Ah, Donc il y avait la bûche au chocolat qu'elle faisait elle-même, bien sûr, et ensuite euh, c'était nous, surtout mes sœurs, qui ont pris la relève et qui faisaient la bûche, et donc le sorbet à l'orange. Euh, et ce que nous aimions aussi, c'était les papillotes, les ah, bonbons oui. en chocolat euh, enveloppés avec une citation d'un auteur, d'une personne célèbre. Euh, et donc, il y avait des papillotes partout dans la maison. Ah oui, oui, oui. Alors nous, la bûche de Noël était faite par mon père. Mon père adore faire des pâtisseries et il faisait les bûches de Noël avec de la crème de marron à l'intérieur et enrobée de crème au beurre. Et les calories, bonjour, oh là là. Mais c'est une tradition en France. La bûche de Noël, c'est quelque chose qu'il faut absolument manger à cette période de l'année. Mhm. Alors, Elisabeth, une autre chose que Noël évoque pour moi à Paris, c'est la décoration, les vitrines des grands magasins. Les lumières dans Paris à cette époque de l'année sont magnifiques. C'est fantastique, c'est fabuleux. Et pour un enfant, pour une enfant que j'étais, me promener, euh, aller voir les vitrines des grands magasins comme le Printemps et les Galeries Lafayette, c'était quelque chose d'absolument magique. Et toi,
est-ce que à Dijon, il y avait des belles vitrines de magasins à l'époque de Noël? Oui, 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 de très belles vitrines de magasins. Et quand j'étais enfant, les galeries Lafayette s'appelaient les Nouvelles Galeries. Ah oui, 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 oui. donc nous allions regarder les vitrines et les vitrines des Nouvelles Galeries étaient particulièrement belles, tellement le magasin est grand. Donc on regardait tous les jouets dans les vitrines et les lumières dans la ville. Oui, les lumières dans la ville, oui. Paris, les Champs-Élysées, les lumières sur les Champs-Élysées, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, surtout pour un enfant. C'est absolument fantastique. Et ça, ce sont les souvenirs que j'ai de l'époque de Noël. Alors Sabrina, je vois ton bonnet. Tu as un bonnet sur la tête. C'est le bonnet d'un personnage euh, très fortement associé à Noël, n'est-ce pas? Alors, quand tu étais enfant, est-ce que tu croyais au Père Noël? Oh oui, Elisabeth, je croyais au Père Noël. J'attendais que le Père Noël m'amène des cadeaux que j'ouvrais le 25 décembre au matin avec impatience. Oui, je croyais beaucoup au Père Noël, Elisabeth. Et toi, est-ce que tu croyais au Père Noël quand tu étais enfant? Oui, 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 oui. Alors, Sabrina, est-ce que tu sais que le Père Noël vient des États-Unis? Oui, j'ai appris cela récemment. Je ne le savais pas, mais j'ai appris récemment que le Père Noël vient des États-Unis. Oui. Oui, alors, il est arrivé, le Père Noël euh, est arrivé en France dans les années 1950. Mhm. C'est l'après-guerre. Alors, Exactement. pour toi, Sabrina, pour toi qui croyais au Père Noël quand tu étais enfant, écoute ce qui s'est passé à Dijon, dans ma ville natale, en 1951. J'écoute. Le clergé était inquiet. Le clergé avait peur de la compétition que le Père Noël apportait à la religion catholique. Pour eux, le Père Noël était païen et le clergé avait peur que les fidèles continuent de déserter les églises. Il y avait de moins en moins de personnes dans les églises. Alors, à Dijon, peu de temps avant Noël, le clergé a autorisé qu'on brûle une effigie, une image géante du Père Noël devant la cathédrale. Alors on a brûlé une représentation du Père Noël devant la cathédrale, devant 250 enfants. Il y a 250 enfants qui ont vu le Père Noël brûler, qui ont vu leur rêve partir en fumée. Tu imagines ça, Sabrina? Oh, quelle catastrophe, quelle tristesse. C'est horrible pour des adultes de ne pas comprendre les conséquences sur les enfants. Et Oui. Alors, il y avait un adulte qui était membre du clergé. Et bien qu'il soit membre du clergé, il n'était pas opposé au Père Noël. Cet adulte avait une position d'autorité. Cet adulte, c'était le maire de Dijon, qui s'appelait le chanoine Kir. Le Kir, ça te dit quelque chose, Sabrina, n'est-ce le pas? kir, c'est ma boisson favorite, Elisabeth. Mais Voilà. continue.
C'était aussi la boisson favorite du chanoine. C'est pour ça qu'elle a pris son nom. Alors ce chanoine Kir, qui était le maire de Dijon, a décidé de réparer le désastre que le clergé avait causé. Et le 24 décembre, le chanoine Kir a demandé à un sapeur-pompier de se déguiser en Père Noël. De monter sur le toit de la mairie et de communiquer avec tous les enfants rassemblés devant la mairie. Il leur a fait des signes, il leur a envoyé de l'affection et c'est comme ça que les enfants ont retrouvé confiance en le Père Noël et que leurs rêves leur ont été rendus. Bravo, le chanoine Kir. Il s'est déguisé en Père Noël et il a sauvé le Père Noël. Maintenant, je comprends pourquoi le Kir est ma boisson préférée, Elisabeth. Oui, nous parlerons du chanoine Kir plus en détail une autre fois. C'était Oui. un homme exceptionnel. Mais voilà une belle façon de conclure notre podcast de Noël avec tous les rêves de ces enfants qui sont redevenus possibles. Oui, Elisabeth, quelle merveilleuse histoire avec une très bonne fin pour les enfants. Eh bien, écoute, je te souhaite un joyeux Noël, Elisabeth, et je te dis à bientôt. À bientôt, Sabrina. Alors, si vous avez aimé notre podcast, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez en bas. Oui, mettez-nous un like et un petit commentaire sympathique. Merci, à bientôt.